à tous, on va s'intéresser dans cette vidéo aux configurations graphiques, c'est-à-dire les dessins, les patterns, comme on dit en anglais, que dessine le prix. Alors on va commencer par le chartisme, donc on va étudier quelques figures chartistes et on va parler la principale objection, on va dire, même si ce n'en est pas trop une, du chartisme pour moi, donc la redondance. Ensuite on parlera des chandeliers japonais, qui sont en fait les résumés des unités de temps inférieures. Et on parlera bien évidemment des configurations en chandelier. Donc première partie, le chartisme. Alors d'abord quelques figures chartistes emblématiques. Alors qu'est-ce que c'est que le chartisme? En fait ce sont des formes que dessine le mouvement et qui, un peu comme quand on regarde les nuages dans le ciel, laisse à interpréter en fait quelques formes. Donc ça peut être, en exagérant pas du tout, la forme d'une tasse avec une anse. Alors les plus connus, je les ai un peu dessinés ici. On va un peu les étudier. Donc là, on a ce qu'on appelle un triangle. Ça, c'est une épaule, tête, épaule. Ça, c'est ce qu'on appelle un double creux. Ça, c'est ce qu'on appelle un drapeau. Ça, c'est ce qu'on appelle un drapeau également, un drapeau fanion. Ça, c'est ce qu'on appelle un triple creux. Ça, c'est ce qu'on appelle un fanion ou un triangle ascendant. Bref, il y a plein d'autres formes, tout aussi diverses et variées. On va essayer de les étudier aujourd'hui, voir celles qui sont vraiment intéressantes. Comment est-ce qu'il faudrait les analyser, quels vont être leurs avantages, et celles qui n'en ont pas. Alors le chartisme, donc ce sont des figures, hein, des configurations graphiques particulières et remarquables qui, ça c'est important, permettent de constater une situation et d'induire une probabilité sur le mouvement futur. Alors ça, ce serait la définition classique. Donc en fait, si on l'a dit autrement, une configuration graphique particulière qui permet de constater une situation. Donc il y a des situations de compression, des situations d'expansion, des situations de continuation et des situations de retournement. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup moins. Chaque figure chartiste est associée à une probabilité. Par exemple, le taux de probabilité, enfin la probabilité que on sorte à la hausse d'un triangle ascendant ou la probabilité qu'il y ait un mouvement de X pips à la sortie d'une figure de retournement comme l'épaule tête-épaule, etc. etc. Donc j'ai beaucoup plus de problèmes à accepter ce genre de choses en fait qui est lié au chartisme. Donc c'est pas du tout ça qui va nous intéresser, donc on parlera absolument pas de ça, mais il faut savoir que dans la théorie du chartisme, chaque figure a sa propre probabilité lorsque cette figure est cassée et que le mouvement donc continue ou pas. Hein, donc par exemple, une figure de compression, ça dépend laquelle, on va voir qu'il y en a plusieurs. Bon, il y en a qui ont la probabilité, si ça casse à la hausse, la probabilité pour que ça fasse X pips, qui est équivalent à la taille du range machin chose, est égale à 70%. Enfin, c'est vraiment pas des choses qui vont nous intéresser. Très 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 loin de là. Donc comme on a dit, on différencie différents types de figures, compression, etc., etc. Alors mes préférés, ce sont les figures de compression. Les figures de compression, elles indiquent donc une compression, soit, comme on en a déjà parlé, une baisse de volatilité. Donc ça fait partie des mouvements qui ont un axe horizontal. Les baisses de volatilité, elles s'expliquent dans la plupart des cas, dans la plupart des cas par l'attente des investisseurs ou par leur absence. Alors on en a déjà aussi parlé de ça, mais c'est bien qu'on en reparle, ça vous permet de réécouter, de entendre les mêmes choses. Donc l'attente des investisseurs, des acteurs, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle qui doit sortir, une nouvelle qui est prévue qui doit sortir, c'est une rumeur où on attend une confirmation, ou par leur absence, c'est-à-dire quand il n'y a personne, quand il n'y a pas d'investisseurs, on peut avoir un gros manque de volatilité. Et alors, quand est-ce qu'il n'y a personne? En gros, quand les marchés régulés, centralisés sont fermés, et donc quand les bourses ouvrent, les investisseurs arrivent et on a l'augmentation de la volatilité. Donc en gros, une figure de compression, c'est souvent soit une absence d'investisseurs, donc des marchés qui sont fermés ou l'attente d'une ouverture de bourse, soit l'attente par rapport à une nouvelle. Alors ça dépend après les horizons de temps, là je parle plutôt des compressions sur des petites unités de temps.
Maintenant, une compression sur une plus grosse unité de temps, ça peut être expliqué par une énorme nouvelle qui est attendue, donc une très grosse réunion de chefs d'État ou ce genre de choses, ou tout simplement un marché qui ne sait pas trop vraiment où aller, et donc qui se cherche, et qui va évoluer au fur et à mesure des jours et des semaines, euh, dans une compression, dans un marché en compression. Alors, en ce moment, on en a quelques-unes. Alors j'aime beaucoup trader les compressions à long terme, c'est-à-dire que j'attends que la compression se termine et je prends position au sortir de la compression. Donc là en ce moment je surveille GBP4, on est quelle date là? On est fin la dernière semaine d'août. Ça fait 2-3 semaines que je surveille un peu plus la compression qu'on a sur GBP4 et puis j'attends que ça sorte. Et c'est en train de sortir il me semble cette semaine. Donc voilà, dans les deux cas, de toute façon, il s'ensuit toujours un fort mouvement. C'est ça qui est génial avec la compression. En fait, la compression, c'est l'une des rares situations dans laquelle on a vraiment une certitude. C'est-à-dire que on a la certitude qu'après une compression, ça va bouger et en général, ça va bouger assez fort. Et plus la compression est importante, c'est-à-dire moins il y a de volatilité, et plus le mouvement ensuite va être super violent. Donc c'est vraiment des figures très très intéressantes à remarquer, puisque ça permet ensuite de faire des trades assez importants. Alors, les figures de compression, ça peut former des rectangles, des triangles isocèles, des triangles rectangles ou des biseaux. Alors, lui, par exemple, c'est le triangle rectangle. Alors, on pourrait dire aussi triangle rectangle ascendant. Alors, peu importe qu'il soit ascendant ou descendant, c'est pas ça qui va m'intéresser de toute façon. Donc, ça peut également être donc, un rectangle, un triangle isocèle ou un biseau. Alors là, ce serait un biseau ascendant et à différencier par le biseau avec le biseau descendant. Alors voici un graphique qui représente les différentes figures de compression que j'ai remarquées. Donc on constate qu'il y a des biseaux, des triangles, quelques rectangles, et on constate que après chaque figure de compression, ou quasiment, lorsque celles-ci sont cassées, un mouvement plutôt violent s'ensuit dans la plupart des cas. Alors comment on fait pour valider la cassure? C'est pareil, c'est une bougie qui sort, en fait, qui clôture. Donc en fait, ce sont quoi? Ce sont des trendlines, hein, donc des trendlines, c'est lignes de tendance, donc les droits de tendance qu'on a appris à tracer au cours de la dernière leçon. Donc on relie les points hauts, les points bas, puis quand ça sort ici à la hausse, quand ça sort ici à la hausse, quand ça sort ici à la baisse, quand ça sort ici à la hausse, quand ça sort ici à la baisse, quand ça sort ici à la baisse, quand ça sort ici à la baisse, etc., etc., c'est le moment où soit on va prendre une position, puisque le chartisme, c'est une chose de l'analyse qui permet également de prendre des positions, hein, c'est des setups, hein, les fameux signaux de trading, ou alors de déclencher pour nous une nouvelle tendance et de dire ben voilà, à partir de maintenant, mon marché est en tendance et donc je vais commencer à le travailler par exemple ou pas. Après, ça dépend de stratégie. Il y a deux types de stratégies comme on avait vu pour les tendances, c'est soit au fait du contre-tendance, soit au fait du suivi de tendance. Donc il y a deux postulats. Donc le postulat en fait du suivi de tendance, on l'a expliqué avec la théorie de dos, c'est on fait du suivi de tendance parce que les amplitudes à la hausse sont plus grandes que les amplitudes à la baisse dans le sens d'une tendance haussière. Donc on a plutôt intérêt à trader les mouvements haussiers pour gagner beaucoup plus en swing. Le postulat de ceux qui font du contre-tendance, donc sur quoi ils se basent? Ils se disent puisqu'il y a un mouvement haussier, il faut que ce mouvement haussier corrige à un moment donné, donc il va forcément y avoir une baisse. Alors c'est vrai que ça fait partie des certitudes, effectivement, il faut qu'il y ait une baisse. Alors qu'on a moins de certitude que la tendance se poursuive. C'est-à-dire que quand vous avez une tendance qui démarre, certes, il y a plus de chances que la tendance continue plutôt qu'elle ne s'arrête. Parce que si on réfléchit bien, si on avait plus de chances qu'une tendance s'arrête qu'elle ne continue, en fait, aucune tendance n'existerait. Mais par contre, c'est vrai qu'on a une certitude, c'est qu'après une tendance, après un mouvement haussier, il y a tout le temps un mouvement baissier qui corrige. C'est obligatoire, c'est comme ça que fonctionnent les marchés. Et c'est sur ça que se basent ceux qui font du trading contrarien, que ce soit du scalping ou du swing, enfin le day trading, peu importe. Donc c'est une certitude, ça fait partie des rares certitudes qu'on a sur les marchés. Donc la première, c'est celle que j'exploite. Après une compression, il y a toujours un mouvement. La deuxième, bon, j'aime pas trop l'exploiter, c'est pas mon truc, le trading contrarien, mais voilà, c'est une certitude. Après un mouvement haussier, il y a toujours une correction. Le problème, c'est que on va s'entêter souvent dans les corrections, ce qui va créer plein de problèmes chez beaucoup de traders. Bref, on va pas rentrer dans ces détails maintenant. Donc voilà, quelques figures chartistes
qui sont remarquables et qui indiquent donc une baisse de volatilité. Alors ce qui est vraiment très très intéressant, c'est de relier, de corréler en fait cette figure chartiste à la réalité des marchés. Donc c'est bien de regarder les heures, par exemple, de constater s'il y a un rapport par rapport à une nouvelle qui doit être publiée. C'est bien de regarder si ça coïncide avec une ouverture de marché, etc. etc. Et donc ce sera d'autant plus probant et d'autant plus significatif que votre compression, donc votre baisse de volatilité, corresponde à une ouverture ou à une attente d'une pause, etc., etc. Alors ça fait partie de l'analyse chartiste, bien évidemment, dont on avait parlé quand on parlait des différentes écoles de l'analyse comportementale. C'est vrai que, et moi je le recommanderais plus, c'est de le coupler quand même avec de l'analyse technique, c'est-à-dire d'utiliser un indicateur qui nous permet d'identifier plus facilement les compressions. Et c'est un indicateur qu'on va étudier un peu plus tard dans la partie des indicateurs techniques. Donc tout ce qu'on va apprendre est très complémentaire. Donc mettez tout ça de côté. Si là vous pensez avoir quelques problèmes pour repérer en temps réel les compressions, dites-vous qu'on va trouver des solutions pour que ce soit plus facile. Autre graphique, toujours pareil, autant de compression. Alors ce graphique, je l'ai choisi parce que c'était un graphique qui est très probant d'un truc que je vais vous dire. Mais pour l'instant, on voit que là, toutes les compressions ici mènent à plus ou moins des trades qui n'auraient pas bien fonctionné, ou en tout cas qui n'auraient pas fait les gains escomptés, à part les derniers, là, quand on est parti à la hausse. Alors pourquoi? Alors ça, c'est une petite astuce que je vous livre, que je réitérerai quand on fera le sujet sur le multi-time frame. Donc ça sera un rappel, mais en gros, ça c'est un graphique, je crois que c'est un graphique M30, hein, ça ressemble à du M30. Le H4 était dans une tendance neutre, c'est-à-dire que le H4 n'avait aucune tendance, hein, il était dans un range latéral, hein, qu'on pourrait définir avec un plus haut qui était ici, hein, la zone de résistance, et un support qui était ici. Quand vous avez une tendance neutre, donc quand vous n'avez pas de tendance sur une unité de temps, il ne faut surtout pas trader les signaux sur l'unité de temps inférieure, à part prendre les signaux quand on est en dehors du range ou quand on est tout en haut ou tout en bas. Par exemple, ici, prendre un signal à la vente alors qu'on est très proche du support du range, c'est une très mauvaise idée. Par contre, prendre un signal à l'achat ici, c'est une très bonne idée. Alors, ce qu'on peut faire en trading, vous avez le signal et le contre-signal. Le signal, c'est ici, par exemple, le signal serait donné par la cassure du biseau ascendant. Le contre-signal serait à partir du moment où vous commencerez à perdre, par exemple, ou que votre signal ne marche plus. Donc, par exemple, vous pourriez dire que tiens, à partir d'ici, je pense que mon trade est dans l'erreur. Donc, c'est un contre-signal qui se fait sur une zone où il aurait mieux valu acheter, donc ça peut également faire un signal acheteur. Là, pareil, vous avez un signal à l'achat, mais un signal à l'achat dans la zone de résistance, cette fois-ci du range H4. Donc, il vaut mieux prendre le contre-signal vendeur plutôt que le signal acheteur. Ici, pareil, on ne prend pas un signal acheteur aussi haut. En fait, il faut prendre les signaux acheteurs uniquement en bas et les signaux vendeurs uniquement en haut, bien évidemment. Par contre, une fois qu'on est sorti, donc là, pareil, hein, ce signal, on ne le prend pas, même s'il aurait été pas mal. Par contre, une fois qu'on est sorti du range, là, on peut s'amuser à prendre les futurs signaux. Et là, tout de suite, ça se passe beaucoup mieux. Le trading n'est pas si compliqué, encore une fois, en termes de technique. Donc voilà, deux exemples. Un exemple avec un marché en H4 qui est très volatile et qui est en tendance. Et donc ça crée, je vais vous remettre l'image, voilà, des belles tendances en H4, donc qui crée des beaux mouvements en M30. Et un exemple avec un graphique en H4 qui est dans une tendance neutre et donc avec plein de mauvais signaux. Donc comme quoi, même si l'approche est vraiment bien au niveau des figures de compression, il faut toujours faire attention à ce qui se passe au-dessus, mais ça on en reparlera un peu plus tard, mais mettez-le dans un coin de votre tête, ça, d'accord? Faites très attention à ça, ça vous sauvera plein de fois. Alors il y a d'autres types de figures chartistes, hein. Il y a les figures d'expansion qui bien évidemment, à l'inverse des figures de compression, indiquent une hausse, mais alors une hausse chaotique de la volatilité. On en a déjà un peu parlé quand on a commencé à parler des approches volumiques, carnet d'ordre et market profile surtout, qui permettent de montrer quelques fausses hausses, parce que des fois il y a un mouvement haussier, mais il n'y a pas assez d'acheteurs, donc finalement c'est un mouvement faux, factice, c'est un piège tendu par les vendeurs, et les vendeurs sont plus haut ou plus bas, et boum. Donc ici, au lieu que la volatilité s'exprime dans un sens unique,
le marché en fait il va faire des allers-retours de tous les côtés. Alors souvent, il peut s'agir également de chasse au stop, de réaction supposément chaotique face à une nouvelle ou un discours. Alors chasse au stop, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le montrer. Donc là, c'est ce qu'on appelle une feinte. Donc c'est ça la chasse au stop, hein. Ce sont des pièges à acheteurs. En fait, donc il y a un marché en compression, en général, où on pose, hein, c'est souvent comme ça que ça commence. Et puis d'un coup, il y a une sortie à la hausse. Donc nous, on croit à cette sortie haussière. Le problème, c'est que sur le Forex, on n'a pas le vrai market profile, on n'a pas les carnets d'ordre, donc on ne sait pas vraiment s'il y a beaucoup d'acheteurs, s'il y a des vendeurs un peu plus haut, etc., etc. Donc en fait, c'est un piège à acheteurs. C'est-à-dire que les acheteurs, ils vont voir la sortie ici, donc ils vont commencer à acheter. Et en fait, les vendeurs se sont positionnés un peu plus haut. Alors pourquoi est-ce que les vendeurs feraient ça? Il faut comprendre que ce qui fait bouger un marché, ce sont donc les ordres. Le souci, c'est que quand les vendeurs n'ont pas assez de poids, il faut qu'ils tendent un piège aux acheteurs. Les acheteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut que vous vous rappeliez qu'un acheteur, c'est un vendeur en réalité, d'accord? On avait vu ça au tout début. Donc en fait, les acheteurs qui vont acheter ici, ils vont prendre leurs pertes quand on sera ici, ou certains quand on sera ici, certains quand on sera ici. Ça veut dire qu'ici, il y a des ordres de vente des acheteurs. Donc les vendeurs ont du mal à faire casser ce range. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont laisser le marché aspirer. Donc il y aura plein d'acheteurs qui vont commencer à rentrer. Donc plein d'ordres à la vente, plein de stops qui vont se mettre là. Ensuite les vendeurs vont mettre un gros coup ici, ce qui va faire chuter le marché. Et boum, effet boule de neige. Et une fois qu'on aura cassé ce niveau, il y aura d'autres vendeurs qui vont se rajouter au mouvement. Et bam, feinte. On appelle ça une feinte, un fade out. Donc c'est une fausse sortie haussière ou baissière. Alors la fausse sortie peut difficilement se remarquer. Par contre, il y a quelques règles de bon sens. Si la tendance supérieure est baissière, vous avez de fortes probabilités que lorsque vous voyez ça, ce soit une feinte vers la baisse. Donc évitez bien sûr de trader la hausse et attendez-vous plutôt à ce que ça commence à baisser. Alors le plus facile étant, je pense, de regarder la volatilité, l'amplitude en fait. D'accord? L'amplitude entre les mouvements. Plus un mouvement est comprimé, moins il y a de chances que l'on fasse une fausse sortie. Plus un mouvement est ample et plus il y a de chances qu'on fasse une fausse sortie. Pourquoi? Dans un mouvement qui est comprimé. D'accord? Donc un petit mouvement qui est pas trop volatile. Quand on va partir à la hausse, où est le début du mouvement et où est la fin? Le début du mouvement, il est là. D'accord? Et la fin du mouvement est peut-être ici. Entre le moment où on casse ici et le début du mouvement ici, il y a un court laps de temps parce que un court laps de temps par rapport à l'unité temps parce qu'il y a très peu de volatilité. Par contre, dans un exemple comme ça, par exemple, où l'amplitude est énorme, entre le début du mouvement ici et la fin du mouvement ici, il a pu s'écouler un grand nombre de temps ou un grand nombre de pips. Donc plus votre range est large et plus vous aurez de probabilité de fausse sortie. Plus votre range est comprimé, moins vous aurez de probabilité de fausse sortie. Plus vos sorties se font contre la tendance principale, la tendance qui vous intéresse, et plus vous aurez de chances de fausse sortie également. Et bien sûr, plus on s'approche d'une très grosse news, comme un PIB, une NFP, donc un taux de chômage, etc. Et plus ça peut arriver. Ça arrive souvent une petite heure avant la NFP, donc ça en petit piège, ou pendant un discours. Alors l'autre, c'est pas de jaloux, c'est la double feinte. Alors là c'est les acheteurs sont piégés au début par les vendeurs, qui sont eux-mêmes repiégés à leur tour par d'autres acheteurs. Et là c'est fini. Donc en fait là il n'y a pas de jaloux, c'est grand nettoyage, grand balayage. Donc ça c'est aussi une figure d'expansion. Alors contrairement aux compressions, ça va bien évidemment pas se trader de la même manière. En fait il faut essayer d'anticiper la probabilité d'une feinte pour essayer de se positionner dans le bon sens et éviter de se faire avoir. Là est la difficulté de ce type de feinte. Alors après, il y a d'autres figures d'expansion qui, elles, sont complètement compliquées à trader. Bon, c'est tout ce qui est biseau d'élargissement. Bon, ça, je vous conseille plutôt de rester en dehors de ça. Bon, de la théorie, c'est que ça se traderait entre les supports et les résistances qui sont obliques. Donc vous avez déjà
entendu ma critique sur les niveaux obliques, donc vaut mieux éviter. Quand vous constatez un biseau d'élargissement, la meilleure chose que vous avez à faire, c'est de tracer les plus hauts, à chaque fois en fait. Ah, je ne l'ai pas tracé. Voilà. Donc de tracer les plus hauts, donc ici, ou les plus bas, d'attendre qu'on en sorte, et en fait d'attendre que voilà, on fasse ça, on fasse une petite vague au-dessus des derniers plus hauts. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va arrêter une expansion comme ça, c'est qu'à un moment donné, on en sorte et on fasse un petit mouvement, ce qu'on pourrait appeler un petit pullback. Tant qu'on n'a pas ça, ne tradez pas le marché, parce qu'il va continuer à faire ce mouvement de zigzag. Alors après, il y a une autre manière de les trader, c'est une approche contrarienne, c'est-à-dire que là, par exemple, vous traderiez à la hausse quand on est sous le niveau. À la baisse, pardon. Ensuite, vous le laissez remonter et vous tradez à la baisse ici. Ainsi de suite. Là, pareil. Là, ce serait pour trader à la hausse, par exemple. Donc, vous tracez ici et quand on repasse au-dessus, hop, ça, vous le tradez à la hausse. Et là, pareil, quand on repasse en dessous, ça, vous le tradez à la baisse. Voilà, donc ce serait une sorte d'aller-retour, en fait, tout simplement. Donc, quelques images de fausse sortie. Donc là, on a une fausse sortie donc on a une tendance baissière dominante à gauche. Tout d'un coup, on a un range au début, et puis ensuite on sort, on fait une fausse sortie à la hausse, donc on entraîne les acheteurs, et après boum, et la réaction est extrêmement violente. Donc ça, voilà, ça on pourrait l'anticiper en disant, ben voilà, on va respecter la tendance. Et à droite, par contre, on a une figure d'expansion qui est donc absolument intradable, et qui est donc très compliquée. D'autres exemples, là c'est une news, une NFP. Voilà, on voit un peu ça. Quand vous voyez ça, essayez de fuir. Il faut bien comprendre que déjà que c'est assez compliqué comme ça, si en plus on se complique la tâche avec des graphiques qui sont super illisibles, là on s'en sort pas. Donc pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est qu'il faut vraiment porter une très grosse attention aux figures de compression et il faut penser aux feintes et aux doubles feintes. Par contre, tout ce qui est figure d'expansion comme ça, en biseau d'élargissement, vaut mieux laisser tomber. Alors, les figures de retournement, quant à elles, comme leur nom l'indique, hein, c'est extrêmement explicite, le chartisme, elles indiquent donc une inversion de la tendance actuelle. Hein. Il s'agit d'un ralentissement de la tendance précédente ou d'une incapacité à franchir un certain seuil. Alors, à noter que certaines figures de compression montrent un ralentissement et donc un potentiel retournement, hein, comme les biseaux. Hein, d'accord, les biseaux sont considérés également comme des figures de retournement, mais j'ai préféré les classer dans la partie des compressions. La figure la plus emblématique, la figure de retournement la plus emblématique, c'est l'épaule, tête-épaule. Alors une épaule, tête-épaule, elle est formée comme ça a été dessiné ici, par deux épaules et une tête au milieu, bien évidemment, et la ligne de cou qui relie donc les deux creux ou les deux sommets. Alors on a l'épaule, tête-épaule et l'épaule, tête-épaule inversée, hein, donc une ET et ETI. C'est la figure la plus emblématique. Alors en gros, c'est là où je vais trouver la limite du chartisme, c'est-à-dire que pour les figures de compression, je trouve ça bien. Encore qu'on n'avait pas besoin de créer une discipline totale et complète comme est le chartisme juste pour ça. Quoi. On aurait pu dire, ben voilà, figure de compression, point barre. Donc c'est un peu ça avec lequel j'ai du mal, c'est de faire une sorte de pseudo-science de ces figures, alors qu'en final, c'est rien, c'est juste que des compressions. Il faut arrêter de partir à droite à gauche dans des théories, faire des bouquins sur ça. Donc l'épaule, tête-épaule, en fait, pourquoi est-ce que c'est du grand n'importe quoi? C'est pas que ça marche pas. C'est vrai que ça indique un retournement, mais franchement, d'après la théorie de dos qu'on a étudiée, on n'a pas besoin d'épaule tête-épaule. Qu'est-ce qu'on sait qu'une tendance haussière se remet en question quand on n'arrive plus à faire de nouveaux sommets? Là, l'épaule est tout le temps plus basse, bien évidemment, que la tête. Donc là, d'après la théorie de dos, de toute façon, la tendance haussière, elle est remise en cause. Et le retournement, il se fait à partir du moment où on casse le dernier plus bas, le dernier creux. Donc d'après la théorie de dos, épaule tête épaule, en fait, effectivement, c'est une figure de retournement. Alors à quoi ça sert d'appeler ça une épaule tête épaule quand la théorie de dos le fait très bien? Et ça, en fait, c'est le cas pour toutes les figures de retournement. Alors exemple, graphique d'épaule tête épaule. Voilà, épaule tête épaule, la ligne de cou. Épaule tête épaule, la ligne de cou. Voilà, donc encore une fois, ça montre un ralentissement de la tendance en cours, puis un retournement. Et vous avez bien sûr les épaules tête-épaule inversées. Voilà. Alors en fait, l'épaule tête-épaule a une utilité.
que je n'utiliserai jamais et pas, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, la notion en fait de cible en fait. C'est-à-dire que quand une épaule tête épaule se présente et qu'elle est validée en cassure ensuite, c'est-à-dire qu'elle casse la ligne de coup, on dit que la probabilité pour que le marché monte de l'équivalent de la hauteur de la tête est de, je sais plus, 60-70%, un truc comme ça. Bon, moi, tout ce qui est probabilité pour que le marché monte de temps, je déteste. C'est faire des prédictions. Donc non, ça ne nous intéresse absolument pas de faire des prédictions. Ne tombons pas dans ce jeu. Par contre, il y a un truc qui est vrai, c'est que les tendances ont tendance à se répondre. C'est-à-dire qu'une tendance, alors là l'exemple est d'ailleurs plutôt bien choisi, cette tendance baissière là, qui est ici, on voit qu'elle est descendue en flèche. Ça veut dire qu'il y a eu peu de volumes qui ont pu être échangés, puisque je rappelle que la plupart des volumes sont échangés quand le marché stagne, c'est-à-dire dans ces parties-là. Là, il y a eu beaucoup de volumes échangés, d'accord. Et quand les mouvements accélèrent, il y a très peu de volumes échangés. Ça veut dire que normalement, si je fais une projection et que ma tendance va devenir haussière, j'aurai également très peu de volume échangé ici et donc de très forts mouvements haussiers. Et c'est effectivement le cas, il y a de très forts mouvements haussiers et de très forts mouvements baissiers. Donc c'est vrai que on pourrait penser que après une épaule tête épaule, le marché va remonter et va faire plus ou moins le même mouvement qu'avant, mais c'est pas lié au fait que ce soit une épaule tête épaule, c'est plus lié au fonctionnement des marchés. Alors il y a d'autres figures plus ou moins importantes de retournement, hein. Donc il y a les doubles sommets, les triples creux et inversement bien évidemment les triples sommets, les doubles creux. Pareil, ça c'est du dos quoi. Théorie de dos suffit largement, pas besoin de rentrer dans du chartisme et d'acheter un bouquin. Et puis il existe de toutes sortes et c'est là où ça part complètement en cacahuète, hein. Donc voilà par exemple un triple sommet. Alors, ce qu'il y a de bien avec le triple sommet ou le double sommet, c'est vrai que ça peut donner quand même de bonnes informations. On voit en fait que les acheteurs ont du mal à franchir ce niveau, mais ça, pareil, on n'a pas besoin de. On le sait, ça, on l'a déjà appris quand on a étudié comment bouger un mouvement. Donc bon, et en plus, je vous ai dit, quand on arrive sur une zone de résistance, par exemple, hein, eu égard à ce qu'on a appris dans les supports résistance, il vaudrait mieux regarder la réaction. Là, qu'est-ce qu'on voit comme réaction? On voit qu'il y a des figures de compression, hein. On voit que là, par exemple, à l'approche de cette résistance, là, on est en train de comprimer, après on redescend, après on remonte violemment. Donc là, il pourrait y avoir des signaux acheteurs, hein. Ici, regardez là, des signaux acheteurs, des feintes. Signaux acheteurs, mais trop proche d'une résistance, et hop, après on a le contre-signal. Donc voilà, il y a plein de petits trucs à apprendre comme ça et à réfléchir. Pensez bien aux notions de contre-signaux, acheter trop près d'une résistance, etc. C'est très intéressant. Alors après, on a toutes sortes, et c'est là où ça part un peu en cacahuète, hein. On a les doubles sommets asymétriques, les doubles sommets en Adam et Ève, on a les tasses avec anse, on a les trucs comme ça. Alors Adam et Ève, en fait, c'est Adam, hein, la virilité du triangle phallique, et Ève, la courbe féminine, hein, donc ça fait un triangle et une courbe comme ça. Voilà, les doubles sommets asymétriques, c'est des trucs comme ça. La tasse avec anse, bon, c'est une sorte d'Adam et Ève un peu trisomique. Bref, il y en a plein, des figures de retournement, mais vraiment, c'est la chose qu'il ne faut pas retenir en fait du chartisme, ou en tout cas, vous pouvez le retenir si vous voulez, mais si vous avez bien compris, ça n'a pas d'intérêt par rapport aux figures de compression ou d'extension, puisque on le voit avec la théorie de dose. Alors après, il y a les figures de continuation de la tendance actuelle, hein, les figures de poursuite. Il s'agit en fait d'une pause dans la tendance. Donc pareil, hein, très simple, vous avez une tendance haussière, et puis tout d'un coup, vous avez une pause, donc une correction. Donc pareil, ça c'est de la théorie de dos. Tendance haussière, vous avez une impulsion, une correction. Impulsion, correction, impulsion, correction. Donc on appelle ça soit le drapeau, soit le fanion. Donc le fanion, en fait, c'est en plus une compression du mouvement. Donc pareil, ça rejoint un peu quand même les figures de compression. C'est pour ça qu'on ne va pas s'épancher dessus. Alors la redondance, j'en ai parlé justement. Voilà, le chartisme, en fait, c'est une technique d'analyse qui met malheureusement en évidence ce que l'on voit déjà. Donc c'est pour ça, en fait, si vous voulez, la critique du chartisme, c'est pas que ça marche pas, c'est pas que c'est du blabla, c'est pas que c'est du charlatanisme, c'est pas que c'est n'importe quoi. C'est qu'en fait, on a créé une discipline, on a créé des bouquins, il y en a qui traitent avec le chartisme et qui ne jurent que par ça. Mais au final, quand on y réfléchit, c'est rien que des mots qu'on a mis sur ce que Do, la théorie de Do met en exergue déjà. C'est ça, en fait, le seul reproche que je fais à l'analyse chartiste, c'est que c'est que de la redondance. Et le pire, c'est toutes ces statistiques là qui ont été calculées en fonction des figures, sur le taux de réussite de la figure et tout. Alors ça, putain, il faut vraiment pas en parler. C'est des statistiques qui ont été issues et calculées il y a des années, des années, des années.
À l'époque où le marché ne ressemblait même pas à ce qu'on avait aujourd'hui, il n'y avait pas de robots, il n'y avait pas tout ça. D'ailleurs, tout comme l'invention du chartisme, hein, c'est quand même une vieille approche, hein. Donc sur un marché boursier qui n'existe plus, et en plus un marché action qui plus est. Et dois-je vous rappeler que les marchés actions depuis 1900 ne sont que haussiers au final. On a eu quelques baisses, c'est évident, mais la plupart des statistiques qui ont été calculées et créées sur le chartisme ont été quand même calculées à partir du Dow Jones et d'anciens indices boursiers, notamment américains, parce que la plupart des études ont été faites sur les indices américains, ou alors le Nikkei. Voilà, c'est des marchés qui sont haussiers, donc la volatilité à la hausse. Hein, depuis 1900, on n'a fait que monter, hein, donc c'est pas pareil. Enfin, je trouve ça un peu bizarre quand même de faire une étude statistique sur un marché qui à 80% était haussier quoi, au cours du siècle dernier. Donc voilà, mais ma critique sur le chartisme en fait. Donc la seule chose qu'il faudrait vraiment retenir, c'est ces figures de compression qui sont extrêmement importantes, extrêmement utiles, extrêmement efficaces, qui rapportent pas mal et qui donnent une très bonne orientation. Et puis voilà, le chartisme en général, vous pouvez l'utiliser, mais voilà, ayez conscience que c'est de la redondance de la théorie de dos, mais ça n'en reste pas moins important, même si c'est redondant. Disons que c'est une autre manière de parler de la théorie de dos, peut-être une manière plus ludique et plus sympa. Donc, ça permet de donner quand même des informations très utiles que l'on va bien évidemment utiliser, hein. Ce qu'on va utiliser, c'est les incapacités à faire des plus hauts, donc tout ce qui est figure de retournement. Donc bon, bah allez, osons le dire, donc oui, des épaules tête épaules, des doubles sommets, etc. Ça va nous être très utile. Et puis, bah, les figures d'expansion aussi. En fait, le chartisme va nous être utile de deux manières. Et dans la prise de position, c'est-à-dire qu'on va souvent prendre des positions au sortir d'une compression, et dans la planification d'une stratégie. C'est-à-dire que quand on verra par exemple une figure de retournement, ben, la stratégie va changer, on va pouvoir faire du contre-tendance. Quand on voit des doubles sommets, pareil, ça nous indique quel sens privilégier. Des triples sommets, des triples creux. Quand on voit une compression sur une grosse unité de temps, pareil, on sait qu'il ne faut pas trader sur l'unité de temps juste en dessous. Enfin, tous les petits trucs dont on a parlé et qu'il faudra faire attention. Alors, partie 2, les chandeliers japonais qu'on a déjà appris à dessiner. Donc, contrairement au chartisme, et comme on l'avait vu dans le cours sur les chandeliers japonais, vous vous rappelez, on avait regardé un mouvement sur 3 heures. Et on avait dit, ben regardez, ce mouvement sur 3 heures, on peut le résumer en un chandelier. D'accord? Donc, le chandelier, ce qu'il y a de bien par rapport au chartisme, c'est que lui, il va nous montrer quelque chose qu'on ne voit pas forcément au premier regard. C'est-à-dire, il va nous faire un résumé de ce qui se passe sur les unités de temps en dessous. Ce qui est donc pas mal pour préparer l'analyse. Par exemple, on en reparlera, mais moi j'aime beaucoup regarder les chandeliers weekly, voire mensuels, ou même journaliers, qui me résument un peu ce qui s'est passé au cours de la journée et qui me donnent plutôt une indication sur ce qui pourrait se passer demain. Hein, je donne un exemple, enfin on verra après. Ne verrons pas les étapes. Donc voilà, il résume ce qu'il y a sur les unités de temps inférieures. Il vaut mieux regarder les chandeliers comme cela. Tout comme le chartisme, il s'agit d'une technique ancienne, voire encore plus ancienne d'ailleurs que le chartisme, pour des bougies journalières sur les actions et matières premières. Donc voilà, ce que je dis, c'est qu'il vaut mieux les regarder sur des bougies journalières ou weekly, parce que quand on a une configuration en chandelier, ça nous indique plus ou moins ce que peut faire le chandelier suivant. Donc en gros, quand on a une configuration en journalier ou en weekly, ça nous indique à quoi va ressembler normalement le chandelier weekly, donc celui de la semaine prochaine ou du lendemain. Donc c'est-à-dire que si on a un chandelier, une configuration en chandelier, en journalier qui nous dit que demain sera haussier, on sait que par exemple demain, il vaudra mieux se concentrer sur des signaux acheteurs. Hein, les chandeliers sont, tout comme le chartisme qui permet dans certaines mesures de nous donner une orientation sur les trades à suivre, peut nous donner une orientation sur les trades à suivre également. Donc voilà, à gauche, un chandelier en journalier, il me semble, ou en H4, et puis à droite, un marché, donc exactement le même marché, mais sur 2, 3, 4 unités de temps plus basses. Donc on va regarder les correspondances. Donc regardez, ces carrés violets là. Donc ces chandeliers indiquent ce qui s'est passé ici. Alors qu'est-ce qu'indiquent ces chandeliers? Donc on les regarde, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4 chandeliers qui sont quasiment sur la même zone de prix. Ainsi on regarde un peu. On a en gros ce chandelier là, donc il y a une très grande mèche. D'accord, la mèche elle descend tout en bas. Et ensuite on constate qu'à partir de cette mèche, on a même une baisse de la volatilité, on a une sorte de compression. D'accord, donc en regardant à quoi ressemblent un peu les chandeliers, alors déjà les chandeliers sont plus ou moins sur la même ligne, hein, ils sont condensés dans cette zone-là. Donc ça veut dire, quand on voit ça, que sur l'unité de temps en dessous, on a une compression. Donc par exemple, moi quand je vois ça en journalier,
je me dis, bah tiens, peut-être qu'en H4, on est en train de faire une sorte de petite pause, et donc peut-être que je vais surveiller la sortie de la pause. Hein, ça peut être une indication pour le lendemain. Ensuite, là, quand j'ai ma grande bougie noire qui descend, bah ça me fait un setup de retournement. Bah peut-être que le lendemain, donc c'est-à-dire pendant cette journée, je ne vais chercher que des setups baissiers. Et ça aurait plutôt bien marché. Ça, pareil, cette grande bougie, on va voir après le nom que ça a, c'est une avalante. Donc ça veut dire que je sais que le lendemain, je vais plutôt trader qu'à l'achat. C'est-à-dire que le lendemain, donc le lendemain c'est ici, je vais prendre uniquement les setups haussiers. Donc par exemple, je vous donne vite fait là une stratégie qui peut être pas mal. Étude du chandelier japonais, le lendemain je sais qu'il faut acheter, là j'ai un fanion, une compression, un drapeau en H4 et donc je vais trader à la sortie ici. Par exemple. Et je sortirai quand Do me dira que je ne fais plus de plus haut. Donc je sortirai ici. Ça c'est des exemples de trades faciles avec un bon taux de réussite qu'on peut faire sans grosse analyse, sans gros travail. Alors autre exemple là, regardez ce petit truc en vert là. Alors là qu'est-ce qu'on a? On a une bougie qui est blanche. J'ai affiché la zone bleue aussi, c'est pas grave, donc je recommence. Donc on a une bougie qui est blanche ici qui monte. Ensuite on a une grande bougie bien noire qui descend. Et là au milieu on a une bougie qui a ce qu'on appelle une forme de marteau. Donc ça, ça résume quoi? Ça résume une inversion du mouvement. C'est-à-dire qu'on a une hausse, ensuite on a un petit micmac et un plus bas qui est cassé. Donc pareil, ça nous indique pour les lendemains de chercher des stratégies à la vente. Donc par exemple le lendemain, là, quand on fait une pause, on essaiera de vendre la pause et donc d'essayer de se positionner ici par exemple. Et la zone bleue, ici pareil, on a comme sur la zone violette, des bougies dans la même zone de prix, ce qui nous indique un range en H4. D'accord? Donc ça résume vraiment les unités de temps. Et dernier exemple, ici, le retournement. Donc on a une bougie noire qui est explosée à la hausse par la bougie blanche juste après. On appelle ça une avalante. Ou un bébé dans le dos. Parce que c'est comme si on portait un bébé dans le dos. On va voir après les différents noms. Et en fait, ça représente un retournement. D'accord? Donc les chandeliers, soyez très observateurs, les chandeliers représentent les choses qui se passent sur les unités de temps en dessous. Et donc peuvent vous donner des indications ou pour vous dire, bah tiens, regarde par là. D'accord? Les chandeliers, pour moi, sont plus un scanner qu'autre chose. D'ailleurs, je ne rentre jamais sur une configuration en chandelier. Par contre, de temps en temps, je regarde les chandeliers, je me dis, bah tiens, ça veut dire que sur l'unité de temps en dessous, il a dû se passer ça, donc je vais le surveiller. D'accord? Donc c'est vraiment une approche très puissante. Donc comme le chartisme, il existe plusieurs configurations. Une configuration est formée par au moins 2 chandeliers. Un chandelier peut marquer, tout comme le chartisme, un retournement, une hésitation, donc une compression, une confirmation, une accélération, etc. Et comme j'ai dit, l'étude des configurations hebdomadaires et journalières est très utile pour déterminer un biais pour la semaine ou pour le lendemain, et c'est vraiment une approche très efficace. Alors quelques figures de chandelier, alors ça c'est une configuration de retournement. Donc en gros, on a 2 gros chandeliers, vert et rouge, et au milieu on a un chandelier qui ressemble à ça. Donc un chandelier d'hésitation, c'est-à-dire soit une croix, on appelle un doji, soit comme on le voit là, par ordre d'apparition, il y a la pierre aux longues jambes, je ne sais plus quoi, le marteau inversé, il y a les pierres tombales, enfin, bon, des noms qui sont très poétiques, hein, très asiatiques, très manga. Mais voilà, en gros, une configuration de retournement, c'est une bougie qui monte et une bougie qui descend, et au milieu, une bougie d'hésitation. Donc ça veut dire que ça résume en fait un retournement de la tendance sur les unités de temps plus basses. Alors comment est-ce que ça s'interprète? Il faut donc voir que quand on a une bougie verte et ensuite un doji comme ça, qu'est-ce qu'il faut avoir comme réflexe? C'est regarder le plus bas. D'accord? Et le lendemain, on pourrait dire, bah tiens, vu que j'ai un doji, si le lendemain j'ai une bougie qui sera rouge, ça veut dire que j'aurai un retournement. Donc l'idée c'est d'anticiper la bougie rouge et que quand on commence à casser le dernier plus bas, de n'avoir qu'un biais vendeur. Donc par exemple si ça c'était du journalier, bah, si on est sous ce niveau, bah, le lendemain, par exemple en M30 ou en M15, on ne prendrait que des signaux à la baisse. Et ensuite si tout est validé, bah, on peut continuer à trader à la baisse bien évidemment. D'accord? Donc ça aussi, une approche pas mal pour choisir le biais pour le lendemain ou pour la semaine suivante. Alors ça c'est ce dont je parlais également, c'est les autres configurations que j'aime bien. Donc il y a le bébé dans le dos ou la femme enceinte. Voilà, donc c'est l'inverse. Donc le bébé dans le dos, c'est une petite bougie verte ou rouge qui est avalée par ou qu'on appelle aussi avalante, hein, le bébé dans le dos, qui est avalée par la bougie
Donc ça veut dire que le marché s'est retourné. En gros, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ici un mouvement qui était haussier plus ou moins faible, et tout d'un coup, boum, un mouvement baissier très fort. D'accord? Donc ça a des chances de continuer. Et ça, c'est une compression. Donc ça signifie en gros que le marché est en train de comprimer, qu'il va y avoir une opportunité intéressante à venir sur les 8 ans plus basses. Autre configuration, c'est lorsque les chandeliers sont sur la même ligne, donc moi j'appelle ça l'amas, un amas, pas un lama comme Serge, un amas sur la même ligne. Donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça résume en fait un range plus ou moins chaotique sur les unités plus basses. Donc ce qu'il faut retenir, surtout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est les figures des compressions en chartisme, les figures de retournement. Bon, comme je vous l'ai dit, si ça peut vous faire plaisir, bon, maintenant, avec la Torido, normalement c'était censé être suffisant, mais c'est vrai que c'est plus ludique. Donc le côté ludique, il ne faut pas le sous-estimer avec l'analyse technique. Des fois, on fait des choses juste pour le côté ludique et pour que ce soit plus facile à interpréter. Et les chandeliers japonais, ne les utilisez pas en tant que signaux, mais utilisez-les en tant que biais, pour vous donner un biais, pour vous donner des indications sur ce que vous pourrez faire le lendemain ou sur la semaine suivante. Donc moi je ne les regarde qu'en journalier et en weekly, voire des fois en monthly, ça suffit largement. Voilà qui clôture la partie sur la lecture graphique, et on va commencer la partie sur l'analyse technique, donc l'utilisation des indicateurs.